Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans une véritable énigme de la médecine vétérinaire. Ça commence par quelque chose de très commun, une petite masse sur un chat, mais ça nous emmène dans une enquête surprenante où les apparences sont vraiment trompeuses. Imaginez la scène, un scénario que beaucoup de propriétaires d'animaux connaissent bien. On caresse son chat, et là on sent une petite boule, une masse qui n'était pas là avant. L'inquiétude monte tout de suite. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le point de départ de notre histoire. Bon, pour commencer notre enquête, il faut d'abord identifier les suspects habituels. Comme on peut le voir ici, il y a plusieurs types de tumeurs cutanées, mais 4 d'entre elles représentent la grande majorité des cas. Et parmi elles, il y en a une qui sort clairement du lot, la tumeur basocellulaire. Avec plus d'un quart des cas, c'est statistiquement notre suspect numéro 1. Alors, pour que ce soit bien concret, mettons-nous en situation avec un cas d'école. On a un chat de 10 ans qui présente une masse assez ferme sur la tête. C'est un profil tout à fait classique, car ces tumeurs apparaissent souvent autour de cet âge et fréquemment sur la tête ou le cou. Voilà, la scène de notre mystère est plantée. Face à cette masse, évidemment, la première étape de n'importe quelle enquête, c'est de rassembler des indices. En médecine, ça veut dire aller voir de plus près ce qui se cache à l'intérieur de cette boule. Et pour ça, le premier outil de l'enquêteur, c'est la cytologie. C'est un peu comme faire un premier relevé d'empreintes sur la scène du crime. On va collecter des preuves au niveau cellulaire pour une toute première analyse. Alors, la cytologie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simplement l'examen de cellules individuelles prélevées sur le corps qu'on va observer au microscope. Le but, c'est de comprendre la nature de la maladie en regardant les cellules une par une. Le processus en lui-même est assez simple. D'abord, on utilise une fine aiguille pour aspirer quelques cellules de la masse. Ensuite, on étale ces cellules sur une lame de verre. Et enfin, un pathologiste examine tout ça au microscope. C'est une technique rapide et peu invasive, parfaite pour avoir de premiers indices. Et qu'est-ce qu'on cherche à voir exactement? Eh bien, dans un cas classique de tumeur basocellulaire, les indices sont plutôt clairs. Le pathologiste s'attend à trouver des groupes de cellules bien rangés, uniformes, avec un gros noyau. Ce sont les signes typiques qui disent « circuler, il n'y a rien à voir, c'est bénin ». Mais c'est précisément là que notre enquête bascule. Parce que parfois, les indices qu'on récolte ne sont pas si évidents. En fait, ils peuvent même se contredire les uns les autres, et là, ça sème un vrai doute. Oui, parce que même si beaucoup de signes pointent vers une tumeur bénigne, d'autres éléments, eux, ne collent pas du tout. Des indices un peu troublants apparaissent et rendent le diagnostic bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et voilà le dilemme. D'un côté, on a des caractéristiques qui rassurent, typiques du bénin, des cellules uniformes, bien groupées. Mais de l'autre, sur la même lame, on trouve ce qu'on appelle des critères nucléaires de malignité. En gros, ce sont des signes inquiétants, comme des noyaux de taille différente ou des anomalies, des choses qu'on associe normalement au cancer. Ces indices contradictoires, c'est ce qui peut mener à un diagnostic trompeur. C'est une particularité de ces tumeurs basocellulaires. Elles peuvent parfois se développer rapidement, ce qui donne à leurs cellules un air un peu agité, presque anarchique. Elles se déguisent en cellules cancéreuses, alors que leur comportement reste tout à fait bénin. La première impression est donc souvent la mauvaise. Et ce déguisement, il a ses limites. La recherche nous donne un chiffre clé pour s'y retrouver dans cette confusion. Et ce chiffre, c'est 3. Il a été prouvé que ces tumeurs peuvent présenter jusqu'à 3 de ces fameux critères de malignité, tout en étant parfaitement bénignes. C'est ça, le cœur de l'énigme. La tumeur nous ment, mais ces mensonges sont quantifiables. D'ailleurs, une étude de référence le confirme bien. On nous dit ici en substance, même si les cellules avaient l'air bizarres, moins bien différenciées, à l'examen plus poussé, les tumeurs étaient bien considérées comme bénignes. C'est la preuve que même si les cellules ont l'air suspectes au premier abord, la vérité est ailleurs. Donc on le voit bien, les premiers indices de la cytologie peuvent nous jouer des tours. Pour vraiment résoudre l'affaire et être sûr de son coup, il faut aller plus loin. Un examen plus approfondi est indispensable. Et pour obtenir ce verdict final, celui qui ne laisse plus aucune place au doute, les vétérinaires se tournent vers une autre méthode, la référence absolue, le gold standard du diagnostic. Cette méthode, c'est l'histopathologie. La différence fondamentale avec la cytologie, c'est qu'ici, on n'examine plus des cellules isolées, mais un petit morceau de tissu. Ça nous permet de voir l'architecture globale de la tumeur, comment les cellules s'organisent entre elles. Et ça change tout. C'est la méthode de référence parce qu'elle donne un diagnostic définitif, sans ambiguïté. En analysant la structure du tissu, on peut faire la part des choses entre une tumeur bénigne et un cancer. Et ce verdict est absolument crucial pour choisir le bon traitement et donner un pronostic fiable. Au final, cette affaire de la masse trompeuse nous rappelle une leçon essentielle en science. Les apparences sont souvent trompeuses, et il faut presque toujours regarder de plus près pour découvrir la vérité. Ce qui nous amène à nous poser la question: quels autres mystères médicaux ne peuvent être résolus qu'en y regardant de plus près? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.